Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour le 9e bilan d'intersaison. Et pour ce 9e bilan d'intersaison, on va parler des champions en titre, les Philadelphia Eagles. Pour ce faire, je suis déjà accompagné par PA. Salut PA, comment tu vas ? Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien. Enfin accompagné par un membre du Front Office pour mon deuxième bilan d'intersaison. Donc ça fait plaisir. C'est vrai, tu as sorti ta plus belle casquette des Patriots Oui. pour Pour parler rappeler des... 2017. C'est ça. En fait, tu es là pour rappeler des bons souvenirs. C'est gentil. Exactement. C'est gentil pour Victor. Et du coup, on est accompagné également de Victor Roulier. Salut Victor, comment tu vas ? Eh ben bonjour Alex, bonjour PA, bonjour à tous. Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. C'est difficile d'aller mieux quand on est supporter des Eagles, forcément. Une belle saison passée, une belle saison, on l'espère, future. Et puis, on va tout faire pour. Top. Écoute, est-ce que tu veux te présenter pour peut-être là où, les 2-3 personnes qui ne te connaîtraient pas et qui écouteraient cet épisode ? Eh ben écoute, oui, avec plaisir. Donc, moi, ça fait quelques années, on va dire, que je suis sur les ondes pour parler de foot américain, principalement par deux canaux, Touchdown Actu, site généraliste NFL, et un podcast un peu plus spécifique qui s'appelle le Fly Podcast Fly, qui, comme son nom l'indique, parle justement des Philadelphia Eagles et de leur actualité, même si ces derniers mois, on n'a pas fait un nombre énorme d'épisodes, parce que c'était un peu compliqué, mais là, on va repartir tambour battant avec les camps qui commencent, etc. Surtout qu'il va y avoir forcément, quand vous êtes une grosse équipe avec un salary cap qui est fixe en football, pas comme en basket, forcément vous perdez des gens, donc il y a des places à prendre tous les ans. Donc c'est assez intéressant pour nous. C'est ça. Et vous verrez le lien pour aller écouter le Fly Podcast Fly en commentaire de cet épisode, si jamais ça vous intéresse. C'est aussi TDA et les réseaux de Victor Roulier également. Donc vous avez tout ça qui est en description de l'épisode. Je vous rappelle, nous aussi, vous avez tous nos liens aussi pour nous suivre, le Front Office absolument partout. Et vous avez le Discord aussi avec la petite invitation pour nous rejoindre si ça vous tente. Il y a pas mal de monde, pas mal de discussions. Et c'est assez sympa. On va faire cet épisode, du coup, même trame que les 8 précédents. On va parler de 2024, les besoins avant la free agency et la draft et se projeter vers 2025. En 2024, on avait fait avant le début de la saison, Victor, on avait fait un power ranking et on s'était dit où est-ce que chaque équipe va finir à la draft. Et la moyenne pour les Eagles, c'était 26e. Donc, globalement, tu vois, tu perds un peu avant tu perds au divisional round, pas aux conférences, mais tu perds au divisional. C'était un peu l'attente, sachant qu'il y avait d'autres joueurs, d'autres équipes dont on parlera à d'autres moments dans l'intersaison qui étaient bien placés plus haut. Donc 26e, finalement, vous avez tout gagné. Vous avez fait 14-3 et vous avez fait le parcours parfait en playoff. Packers, Rams, Commanders et la victoire au Super Bowl contre les Chiefs. PA, je vais te laisser la main. C'est simple, en général, quand on dit c'est quoi le ressenti sur cette saison. Bon, là, on gagne tout. Donc voilà, mais comment est-ce que... Qu'est-ce que tu penses de cette équipe championne en titre ? Ça a été simple, ça n'a pas été aussi simple. C'est-à-dire que les Eagles, ils ont eu 7 matchs de pré-saison. Et puis après, ils ont roulé sur tout le monde. C'est vrai qu'on avait fait le bilan d'intersaison 2024, on faisait une projection sur 2020, sur la saison du coup 2024, en se disant la bye week en week 5, c'est un petit peu tôt, puisque justement, quand tu es un candidat contender en playoff, tu aimes bien avoir une bye week peut-être un petit peu plus tardive. Cette saison, ça a été ultra, ultra bénéfique pour les Eagles, puisqu'ils étaient à 2-2 au moment de la bye. Il y a eu un match très compliqué contre les Browns qu'ils arrivent à prendre avec une attitude un petit peu hasardeuse, on va dire, de Sirianni. Et puis derrière, ça a enchaîné tous les matchs. Une seule petite défaite contre les Commanders est vraiment un peu particulière parce que Hurts avait été blessé. Mais sinon, tout le reste a été vraiment extrêmement impressionnant. Quand il y avait des difficultés à la passe, c'était la course qui prenait le relais. Quand l'attaque n'avançait pas, c'est la défense qui cadenassait le tout. Et puis après, les playoffs ont été une masterclass, très sincèrement, sur les 4 matchs, avec une réelle montée en puissance, on l'a senti. Et puis le Saint Graal, le Super Bowl, où ils mettent 40 points contre les Chiefs. Ouais. Et Victor, on s'était parlé avant le Super Bowl où tu étais un peu mitigé, il me semble, sur ce que pouvait être le match. Au final,
comment tu as vécu ce match en tant que supporter? J'imagine suffisamment bien pour avoir une petite gueule de bois de podcast des Eagles qui, je pense, se remettent difficilement. Mais voilà, comment tu as vécu cette saison, toi? Bah écoute, c'est globalement très bien résumé. C'est-à-dire que pourquoi les Eagles étaient 26e de votre power ranking alors qu'ils avaient un top 3 roster, c'est parce qu'il y a eu une explosion totale du groupe à la fin d'année 2023. Et la question, c'était est-ce que ce groupe peut se remettre à tête à endroit? Les 4 premiers matchs, on en a parlé, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, ça se fait notamment poutrer par les Buccaneers comme tous les ans, parce que de toute façon, les Buccaneers, on ne sait pas les battre. Alors oui, il y avait ce jour-là Devonta Smith blessé, J. Brown blessé, Lane Johnson blessé. Ok, c'était une équipe à moitié, tout ce qu'on veut. Mais on arrive à la bye, honnêtement, on était plusieurs à se demander si Sirianni était toujours l'homme de la situation. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Peut-être qu'un jour, on aura un reportage ESPN pour nous expliquer ce qui s'est passé pendant cette bye. L'équipe qui est revenue de là, c'était la 2022 améliorée, c'est-à-dire une équipe quasiment imbattable. Voilà, la seule défaite, c'est ce match sans Jalen Hurts face aux Commanders. Et en playoff, bon, il y a le match des Rams où ça s'est un peu regardé, ça a un peu joué avec les dieux du football et du coup ça s'est fait peur, mais globalement après le reste, c'était une démonstration. Moi, en fait, arrivé au Super Bowl, je savais très bien que si on regardait les stats, si on regardait vraiment les choses de manière, on va dire, claire et tout, les Eagles étaient supérieurs. Le problème, c'est que c'est les Chiefs, quoi. Ça fait 3 ans qu'on les voit gagner envers et contre tout, tous les matchs. Moi, je me souviens, j'étais sur place à Vegas pour le 2e Chiefs-Niners. Moi, j'ai dit en podcast, les Niners sont beaucoup plus confiants, ils sont beaucoup plus contents. Un match improbable où à la fin, tu te demandes comment les Chiefs ont gagné. Donc, c'est difficile de dire avant un match contre les Chiefs, on va gagner. Parce que par définition, c'est une équipe un peu compliquée. Et finalement, ce qui s'est passé, ça a été, on va dire, excusez-moi du terme, un peu une branlée, quoi. Hein. Ça a été un Super Bowl. Donc, finalement, paradoxalement, je l'ai vécu avec beaucoup moins d'émotion que 2017 parce que à partir de la mi-temps, j'étais très calme, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, tu mènes 34-0. Bon, voilà, t'attends que ça se passe et puis tu gagnes le match. Et à la fin, tu es content parce que tu l'as gagné. Mais outre le fait que ce n'était pas la première, donc forcément, il y a un peu moins d'émotion, ça reste un match assez bizarre. On est sorti de là en mode c'était vraiment Super Bowl, ça? Parce que est-ce qu'on ne va pas nous demander de rejouer contre Buffalo, Baltimore la semaine prochaine? Parce que, bon, c'est moyen, quoi. Mais finalement, tant mieux pour nous. Quand ça asperge le coach de Gatorade à la fin du 3e quart, limite, c'est que ça se passe bien, quoi. C'était pas le 3e, je crois, c'était dans le 4e. Non, mais bon. c'était à 3 minutes et demie de la fin, mais enfin, le principe reste le même, t'as raison, quoi. Enfin, il y a un moment, t'es censé être au Super Bowl. Je pense que des diffuseurs télé, quand ils ont vu qu'à la moitié de 4e carton, les Eagles, ils mettaient remplaçant, on a quand même réussi à faire jouer Kenny Pickett, quoi. Enfin bon, il y a un moment, si ça, c'est pas d'humiliation, je sais pas ce que c'est, quoi. Ouais, compliqué pour les Chiefs sur ce match-là, qui ont essayé de revenir, mais bon, c'était vraiment parce qu'il n'y avait plus personne sur le terrain. On pose en général la question du match représentatif de la saison. Alors, c'est parce qu'en général, ça peut être que la franchise, on ne l'attendait pas et du coup, ils ont fait un exploit. Ça peut être que ça se passe bien au début et ça rate à la fin. Bon, j'imagine que pour toi, c'est plus le Super Bowl, de toute manière, le match qui représente une saison avec un titre. La finale de conférence et le Super Bowl, quoi. C'est vraiment 2 matchs. Tu t'attends pas en finale de conférence à mettre 55 points. Tu t'attends pas au Super Bowl à gagner 34-0, quoi. Parce que bon, à la fin, ça fait 40-22. Mais enfin, bon, hein, on a tous vu le match. On voit comment ça se passe. Forcément, ça a été un peu la quintessence, un peu ces équipes qui paraissent vraiment inarrêtables. Et finalement, il n'y en a pas tellement parce que souvent, où le Super Bowl était facile, mais la finale de conférence, t'as galéré, ou l'inverse. Là, vraiment, rouler sur les dernières 60 minutes de la saison, dernière même, 120 minutes de la saison, sans presque avoir peur. Enfin, au premier quart-temps des Commanders, on va dire, c'était serré. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Il y a quand même 14-3 au premier quart des Commanders. Hein. Oui, mais ils reviennent. Je crois qu'on est en 4e. La 4e sur Brown doit y avoir 14-10 ou un truc comme ça.
Et Bon, 14-12. mais bon, voilà. Je suis d'accord que ça reste quand même une démonstration. C'est sûr que symboliquement, s'il y a un play quand même, c'est les Commanders, ils mettent quasiment 8 minutes de drive pour marquer 3 points. Première action offensive, Saquon Barkley traverse le terrain, bam, 7-3. Tu dis, OK, bon, très bien. C'est vrai. Quelle saison de Saquon quand même qui est arrivé chez vous et qui a tout défoncé quoi. Quand tu vois arriver, on parle souvent et je crois qu'on en a pas mal parlé dans les épisodes précédents de récupérer un running back en free agency, c'est pas forcément ce qu'on veut faire à moins que ton équipe elle soit prête et qu'il manque que ça. C'est clairement l'exemple des Eagles. Oui, et on voit que ça commence à faire un peu des émules. Et on sait que c'est une copycat league, hein, donc ça peut peut-être faire revenir les running backs sur le devant de la scène, on va dire. Mais c'est vrai que même nous, hein, de notre côté, on était en mode c'est peut-être un peu cher pour un running back. Bon, c'est sûr que si ton running back te fait 2 milliards à la saison et 400 yards en playoff, bon, c'est pas mal, quoi. Enfin, c'est OK de te payer ce prix-là. Après, voilà, ça peut aussi nous revenir dans la tête cette année parce que c'est Saquon, hein, il peut se blesser au 3e match et tu vois pas de la saison et tu te dis, j'ai balancé 20 millions pour rien. Mais quoi qu'il arrive, Saquon aux Eagles, ça aura été une réussite parce qu'à partir du moment où tu gagnes le titre, Ouais, difficile de se plaindre à partir de là. Avant de passer à la free agency, il y avait différents besoins, j'imagine. En général, hein, les Eagles, ça perd beaucoup de monde en free agency. Et là, on a pu le voir cette année, ça a été assez massif aussi. PA, quand tu vois qu'est-ce que tu imaginais comme besoin pour la franchise de Philly? Plutôt du côté des linebackers, parce que Zach Bone était censé, je dis bien censé, être free agent, et puis peut-être un petit peu de pass rush, parce que là aussi, il y avait du monde qui était free agent. Et puis finalement, ça a été plutôt bien géré, en tout cas sur les lignes de linebacker, parce qu'ils ont réussi à re-signer Zach Bone. Ouais, Victor, est-ce que tu avais des besoins qui étaient identifiés pour toi? Parce que voilà, encore une fois, il y avait beaucoup de monde qui allait partir. On a parlé en off des pics compensatoires qui allaient arriver l'année prochaine. Mais qu'est-ce que toi tu voyais comme vrais besoins cruciaux, on va dire, pour continuer le run et essayer de retourner au Super Bowl et de le regagner, par exemple? je suis assez d'accord, surtout défensif, parce que l'attaque, globalement, elle est signée quasiment intégralement jusqu'en 2026. Je dirais pass rusher, oui. Defensive tackle, éventuellement, avec Milton Williams qui était parti. Et puis safety, quand même, avec le départ de Gardner Johnson. Donc, c'est sûr que... alors, on peut toujours dire que c'est Fangio et il trouve toujours des solutions, blablabla, blablabla. C'est quand même bien d'avoir du monde, quoi. Donc oui, je pense que, globalement, on attendait surtout du renfort en défense. Gardner Johnson, il a été tradé après le début de la free agency ou avant? C'était après, hein? Je crois que c'est après. C'est avant la draft, évidemment, mais je crois que c'est après le début de la free agency. Ouais. Allons parler de cette free agency. Au 10 mars, on avait regardé les caps de toutes les équipes. Vous étiez à 23 millions de dollars de cap avant la free agency. Si on prend les 4 recrues les plus chères en average per year, vous avez récupéré Kenyon Green, le left guard. Je crois qu'il est dans un trade d'ailleurs, qui est de l'autre côté du trade avec les Texans. Ouais, de CJ Gardner Johnson des Texans. Aziz Olajuwon, Joshua Uche et Adoree Jackson. Ça, c'est les 4 officiellement les plus chers. Il y a eu des re-signatures, il y a eu des extensions. PA, qu'est-ce que tu vois de positif dans cette free agency? Ça prend encore 2 joueurs des Giants. Je sais pas s'il y a une petite autoroute entre les deux, mais est-ce que c'est pour encore faire la nique, comme on dit, aux Giants? Mais voilà, ça prend encore 2 joueurs. C'est des joueurs qui vont être un petit peu à la relance, notamment Ojulari, qui était un ancien 2e tour. Il n'a pas performé autant qu'on le pensait. Mais voilà, c'est toujours un trait un petit peu amusant. Ça tente des petits paris. Joshua Uche, je l'ai bien connu aux Patriots. Il a fait une très belle saison et le reste, c'était un petit peu plus compliqué. Pas très bon contre le jeu de course. C'est aussi pour ça qu'il avait un nombre de snaps assez limité. Au final, chez les Chiefs, il n'a rien fait du tout. Donc, c'est un petit pari parce que vu le montant, tu ne prends pas énormément de risques. Par contre, moi, c'est plutôt sur le départ. Et j'en avais parlé justement avant l'ouverture de la free agency. Pour moi, ils ne pouvaient pas considérer et attaque et défense. Et j'aurais souhaité que les Eagles repartent avec Mekhi Becton. Parce que je trouve qu'avoir une assise offensive, en tout cas une solidité sur la O-line, est peut-être plus important pour la structure totale de cette escouade-là. Et donc, de garder tes 5 joueurs titulaires sur la O-line. Il est parti aux Chargers, à voir qui va le remplacer. Mais j'étais
un peu plus déçu pour les Eagles du départ de Becton, qui a fait une super année après avoir fait ses 3 premières saisons chez les Jets. Est-ce que c'est pas justement Kenyon Green qui va essayer de le remplacer? C'est possible, mais il a aussi été décevant chez les Texans depuis sa draft. J'ai Donc, envie de dire comme Becton avant d'arriver ici. Hein. Exactement. Victor, Tu pars avec un peu plus de certitude quand tu es les Eagles, où tu te dis, bon, c'est vrai qu'on a réussi à faire performer des joueurs qui n'ont pas réussi sur les 3 premières années de leur contrat. Donc, tu arrives avec un petit peu plus de certitude ou un petit peu moins d'inquiétude en tout cas. Ouais. je connais un corner qui a joué à Bordeaux, il pourrait jouer aux Eagles. Si seulement. Si seulement. Victor, toi de ton côté, qu'est-ce que tu vois de positif? Qu'est-ce que tu vois de négatif? On va partir plutôt sur le positif d'abord et après on parlera des départs, j'imagine. Mais sur le positif, est-ce qu'il y a des choses où tu es content? Bah, moi, déjà, je suis content que les Eagles soient restés fidèles à leur stratégie depuis l'année dernière, c'est de dire on va pas surdépenser en free agency, on a déjà un top 5 roster. Ils ont pris, d'ailleurs, c'est un peu caricatural, ils n'ont signé que des free agents pour 1 an. Sauf peut-être le long snapper qui est peut-être 2 ans, mais enfin bon, un long snapper, voilà. Donc, voilà, l'idée, c'est de dire on part à la draft, on avait déjà quasiment 10 choix cette année, on va en avoir 12 ou 13 l'année prochaine. C'est vraiment l'idée de dire bah, on accepte de perdre des gens, on mise sur les choix compensatoires, sur la draft, etc. et sur le développement interne. Becton, c'est une bonne illustration parce que c'est difficile de signer les 5 joueurs de ligne. Tu as déjà Malaita, tu as déjà Johnson, tu as déjà Dickerson, tu as déjà Jurgens. En soi, bah, tu es censé avoir le meilleur coach de ligne offensive de la ligue, Stouthand. Tu te dis, bah voilà, il a dans les pattes le sophomore Tyler Steen. Il a dans les pattes Drew Kendall, même si c'est peut-être plutôt un centre exclusif. Il a éventuellement Kenyon Green à ressusciter. Il y en a un autre qui est arrivé aussi. Il y a Matt Pryor qui est arrivé aussi du côté des Bears, qui avait joué 88% des snaps, donc ça veut dire qu'il était titulaire. Après, c'est l'O-line des Bears. En plus, on le connaît, il était chez nous avant, donc Matt Pryor, éventuellement, ça peut le faire aussi. Donc voilà, disons que je fais confiance à Stouthand. Si ton seul problème en attaque, c'est un garde, bon, tu devrais pouvoir t'en sortir. Après, honnêtement, moi, je n'exclurais pas qu'il y ait des free agents plus tard. Notamment, bah, les gens parlent beaucoup de Simon, ce safety, qui est quand même un produit de Fangio à la base, hein, qui a fait ses meilleures années sous Fangio, qui pourrait avoir envie de rejoindre. Donc, éventuellement, il y aura quelques vétérans qui vont venir comme ça, mais pareil, sur des contrats très, très courts. La clé, ça va vraiment être le développement des sophomores, des rookies. Et finalement, bah, si tu veux pouvoir contrôler ton cap sur une longue période, et bah, ça passe par bien drafter. Il y avait le fameux bien manger, bien dormir. Bah, là, c'est bien drafter, bien développer. Et puis voir si ça se passe. Yes. D'autres choses positives sur cette free agency ou est-ce qu'on parle un peu des départs parce qu'il y en a eu quand même à l'appel? Oui, bah on peut parler des départs. Ça pose pas forcément de problème. On a eu Milton Williams du coup qui est parti pour rappeler un peu avec une petite liste. Il y a Milton Williams qui est parti aux Patriots. PA et sa casquette sont assez contents. Josh Sweat qui est parti aux Cardinals. Bryce Huff qui a été tradé aux Niners. Mekhi Becton, on en a parlé, qui a signé aux Chargers. CJ Gardner-Johnson, aux Texans. Et Isaiah Rodgers, notamment aux Vikings. Voilà, si on prend un peu les recrues à plus de 5 millions. Ouais. Et Kenneth Gainwell, qui est parti aux Steelers. Ouh là là. Ouais, mais tu vois, un Bryce Huff, par exemple, c'est quand même la preuve des grandes équipes, c'est-à-dire couper la corde trop tôt plutôt que trop tard. Tu lui as signé un gros contrat, tu t'es planté, c'est clair. Mais est-ce que tu insistes 2-3 ans à dire « je me suis planté, mais je vais le faire réussir » ou est-ce que tu dis « bah écoute, je me suis planté, je chope un 5e tour, les Niners prennent 40% de son salaire ». Bon, bah, je limite la casse et puis je pars avec ce qui a marché parce que à côté de ça, celui qui a pris la place de Bryce Huff, bah, c'est un Nolan Smith qui a été un premier tour qui a très bien développé et c'est surtout la petite surprise, c'est Jaix Hunt
qui était 3e tour de l'année dernière. Tout le monde a dit « Oh, il est incroyable physiquement !» Mais alors, par contre, il vient d'une université paumée que personne connaît. Il va lui falloir 2 ans pour être prêt pour la NFL. Et finalement, ça a peut-être été quasiment notre meilleur rusher sur la deuxième partie de la saison régulière. Donc voilà, faire confiance aux jeunes, laisser la place aux jeunes et essayer de se développer. Il y a des moments, ça peut te revenir dans la tête, hein. Ça, c'est sûr. Tu n'auras pas tous les ans Quinion Mitchell, Cooper DeJean, Jake Hunt, tout ça en même temps. Tu n'auras pas tous les ans Jalen Carter et Nolan Smith. Mais tu fais confiance à ton système et tu essayes de faire mieux. PA. Je rejoins Victor sur le propos de Bryce Huff et en plus on peut faire le lien avec Hassan Reddick parce que c'était le cas du trail l'année dernière avec les Jets qui est encore en train de faire sa diva avec les Buccaneers parce qu'il n'est pas au minicamp. Bon, c'est peut-être plus simple aussi de réaliser ce type de move quand tu es une équipe qui a déjà les 22 titulaires très établis avec en plus des remplaçants qui peuvent prendre le relais. Tu prends une équipe peut-être un petit peu plus milieu de tableau, quand tu donnes un gros contrat à ce type de joueur, notamment Bryce Huff, peut-être un petit peu plus compliqué de couper la corde relativement tôt. C'est pas un moment, enfin, pour moi, ce serait pas une mauvaise gestion, c'est juste que malheureusement, quand tu as signé un gros contrat, tu essayes de faire performer le joueur en question parce que tu es dans une situation où tu peux pas te permettre de le dégager. Maintenant, oui, la gestion est excellente. Tu surpayes pas, je suis extrêmement étonné, encore une fois, je vais revenir sur lui, mais du montant pris par Zach Bone, parce que potentiellement, il aurait pu avoir beaucoup plus dans une autre équipe. Et je pense que c'est aussi... Je vois 2 choses à ça. C'est que lui, il a toujours envie de jouer sous Vic Fangio parce que c'est là où il a fait sa meilleure année. Ça, c'est un premier point. Et puis, le deuxième point, je porte la casquette des Patriots. J'ai connu ça aussi. C'est qu'il y a des joueurs qui vont très bien performer dans une équipe et qui vont vouloir rester parce qu'il y a cet appât de la bague et qui vont prendre un montant un petit peu moins élevé. Ça a été le cas pour beaucoup de joueurs à un moment donné lors de ce qu'on peut appeler une dynastie des Patriots. Maintenant, c'est peut-être un petit peu les Eagles. Ça a été le cas aussi chez les Chiefs qui ont réussi à re-signer ou à signer des free agents à des coûts peut-être un petit peu moindres que ce que le joueur aurait pu avoir dans d'autres équipes. C'est le propre des grandes équipes qui ont très bien construit, qui maintenant sont contenders quasiment tous les ans pour aller au Super Bowl. T'attires plus facilement ou t'arrives à re-signer plus facilement des joueurs qui sont dans ton effectif parce que tu sais que potentiellement, tu peux avoir une bague et c'est, je pense, le Saint Graal pour beaucoup, beaucoup de joueurs. C'est beau. C'est beau. Autre chose à rajouter sur cette free agency ? Moi, je dirais juste que le point un peu embêtant à court terme, ça reste un linebacker. Parce que t'as Zach Bone, oui. Mais à côté, Nakobe Dean, il s'est fait le 10 francs en mars. Autant vous dire que Nakobe Dean, on ne verra pas de la saison. À côté, tu as Jihad Campbell, le premier tour, dont on va parler. Je ne vais pas empiéter sur la draft, mais qui risque physiquement de ne pas être prêt tout de suite non plus. Donc pareil, tu fais quoi ? C'est quoi ta solution à court terme ? Tu as Jeremiah Trotter Jr., qui malheureusement ne plaque pas comme son père, parce que s'il savait plaquer, ce serait un titulaire en NFL, mais bon. Tu as Smed Mandon, un autre rookie, là encore. Enfin, c'est toujours pareil. Hein, l'année dernière, on disait il n'y a personne, il y a que Zach Bone. Bon, finalement, Zach Bone, ça n'a pas été trop mauvais. Donc, on peut toujours dire Vic Fangio, ce génie. Mais bon, il y a un moment, d'un dauphin, t'en fais pas toujours un requin. Et là, on est en droit de se demander s'il ne faudrait pas rajouter un linebacker dans le mix. Encore une fois, on verra comment ça se passe, comment ça se développe. Là-dessus, l'avantage, c'est que Fangio, il a son plan. Je pense que c'est un des coordinateurs défensifs où j'ai beaucoup de respect pour Sirianni, mais je pense que Sirianni, il n'a même pas son avis à donner. À mon avis, Fangio, il fait juste ce qu'il a envie de faire. Et puis, il trouvera sûrement une solution. Mais s'il fallait pointer une faiblesse, ce serait sûrement là. Ouais. Je dirais peut-être aussi un tout petit peu cornerback. Avec, pour le moment, je ne sais pas si c'est Adoree Jackson ou Kylie Ringo, le titulaire. Aussi parce que, et vous en avez parlé lors de l'épisode justement, après la victoire au Super Bowl dans le podcast Fly, mais les 22 titulaires du premier match ont été les 20 titulaires du dernier match. Donc ça veut dire aussi, alors il y a pu y avoir des blessures pendant la saison, mais ça montre que quand tu arrives sur le big game, tu as tes 22 titulaires qui sont vraiment les joueurs les plus importants de ton effectif, qui sont présents sur le terrain.
Une année comme ça, c'est compliqué de les rééditer. Alors, tu peux faire 2 ans comme ça, mais de les rééditer année après année après année. Et c'est là, en fait, où avoir un roster extrêmement profond, un banc de touche extrêmement profond, ça peut aider. Et effectivement, tu parlais de Dylan Baker, cornerback aussi, il y a des très très bons titulaires, vraiment excellents. Derrière, le banc de touche, il est peut-être un petit peu plus faible que les années précédentes. Maintenant, la free agency est toujours ouverte. Il y a un joueur qui vient d'être coupé par les Packers, qui peut coûter une blinde aussi, mais il est présent sur le marché. On parle de Jair Alexander, du coup. Ouais, bah lui typiquement, soit il prend une réduc Ouais. pour avoir la bague, soit il viendra pas. Mais après, je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, même 2022-2024, les Eagles vont au bout aussi parce qu'ils n'ont pas beaucoup de blessures. Parce qu'en vrai, en termes de profondeur, les Eagles, c'est pas les Ravens. C'est pas ce genre d'équipe. Il y a pas les Ravens, c'est peut-être le pire parce que les Ravens, c'est un point où de temps en temps, tu sais même pas qui est titulaire. Tu as 7 joueurs qui peuvent jouer la position. Mais c'est vrai que oui, c'est pas l'effectif le plus profond d'Alix, ça c'est sûr. Et c'est aussi pour ça, je pense, que ça fait du bien d'avoir une draft avec 10 joueurs cette année et une draft avec 13 joueurs l'année prochaine. C'est que même si sur les 13, on n'a que 4 ou 5 qui deviennent des joueurs très corrects, bah c'est toujours ça de plus déjà. Hein. Totalement. Totalement. Et avant de passer à la draft, on va quand même rappeler que le joueur préféré de Doug a signé chez vous, Victor, en AJ Dillon. Ça, c'est beau, ça. Ça, Saquon Barkley plus AJ Dillon, ça fait du tour de cuisse. Je peux vous dire que là, ça fait du tour de cuisse. Oublions le RAS, faisons le tour de cuisse. Ah bah là, clairement, oui. C'est depuis 1987, il n'y a jamais eu un duo de linebacker avec autant de tours de cuisse. One out of 3000 occurrence, quelque chose comme ça. Ouais. Source next gen stat, quoi, vraiment. Ouais, vraiment. C'est vraiment toujours la stat improbable qu'ils te sortent à un moment en disant c'est la première fois dans l'histoire. Ouais, ça me s'en fout un peu, mais ouais, d'accord. Chez Leonard, il va se cacher derrière les 4 cuisses qu'il aura devant lui. Et le touche-push sera un peu différent. C'est ça, exactement. Top. Eh bien, écoutez, on va passer maintenant à la draft. Comme tu l'as dit, il y a 10 picks, donc je vais prendre une grande inspiration avant de les citer tous. Et c'est parti. Avec le premier tour, vous avez récupéré Jihad Campbell, linebacker d'Alabama. Au deuxième tour, Andrew Mukuba, safety de Texas. Quatrième tour, Ty Robinson, defensive tackle. Au cinquième tour, vous en avez pris 3 joueurs. Mac Williams, cornerback. Smell Mondon, dont tu as parlé, le linebacker. Et Drew Kendall, le centre. Et au sixième tour, vous avez 4 joueurs. Kyle McCord, cornerback. Miles Hinton, offensive tackle. Cameron Williams, offensive tackle encore. Et Antoine Powell Ryland, edge. Et celui-là, franchement, c'est peut-être un de mes joueurs préférés parce qu'écrire Antoine comme ça, je trouve ça magnifique. Et voilà. Donc ça, c'est les joueurs. Au niveau de on a fait des épisodes pour analyser la draft et c'était PA et Alexandre qui ont fait tous ces épisodes-là. Ils ont noté la draft des Eagles en tiers A. Donc on avait de S jusqu'à D, il me semble. Donc on était tiers A, les bons élèves. PA, est-ce que tu veux justifier un peu cette note et pourquoi ce n'était pas plus haut, pourquoi ce n'était pas plus bas? Alors plus bas parce que c'est difficile quand même de mettre plus bas quand tu as quand même ajouté du talent, je dirais, dès la première année sur des postes à besoin, safety linebacker notamment. Et pourquoi pas en tier S le plus haut parce que manque d'un troisième tour. Alors, je pense que ça, il a dû être tradé à un moment donné. Et puis le sentiment aussi d'avoir un petit peu reaché sur certains joueurs. Maintenant, et ça je le dis à chaque fois, mais je le répéterai jamais assez, on peut considérer un joueur comme un reach, mais à partir du moment où tu penses que ce joueur-là ne sera plus dispo avec ton pick d'après, j'ai du mal, moi, à considérer que c'est un reach. Des exemples typiques, ça serait Andrew Mukuba, qui a été pris en 64, qui était attendu au niveau du consensus quand même un petit peu plus bas. Maintenant, est-ce qu'il aurait été dispo en 111 ? Je ne pense pas non plus. Donc en fait, tu le prends en 64 parce que c'est ton dernier pick avant de le voir disparaître. Donc pourquoi pas ? Victor, toi, qu'est-ce que tu as pensé? On sait que quand tu as vu Mukuba, tu as dansé tous les soirs, comme tu as pu nous répondre. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cette draft? Moi, je suis assez d'accord avec le A parce que je trouve par contre qu'on est arrivé à un moment où dès que Howie se mouche le nez, tout le monde dit « Regardez ce que Howie fait, c'est incroyable, personne d'autre n'est capable de le faire. » Ouais, ok, calmos quand même à un moment, tu vois, je pense qu'il faut raison garder.
Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que typiquement, Jiad Campbell, ok, c'est un top 15 talent que tu as en 31 techniquement. Ok, super. Sauf que ça reste un joueur qui a des problèmes de santé, l'épaule, le genou, et mine de rien, là, Fangio, qui ne sait pas pratiquer la langue de bois, a dit au mieux, on le voit en août. Bon, ce qui veut dire quand même qu'il va louper tous les camps. Sachant qu'on avait fait pareil avec Cooper DeJean, qui avait commencé en août et qui n'avait été titulaire qu'après la bye, donc au moment de la Week 6. Donc c'est assez probable qu'on fasse pareil avec Jiad Campbell. C'est-à-dire, vous ne le voyez pas les 5 premières semaines, et puis après, une fois que Fangio pense qu'il est prêt, il y va. Deuxième tour, Mukuba. Honnêtement, c'est peut-être le choix dont je suis le plus sceptique. Je comprends la logique. Le safety un peu aimant à ballon, tu veux remplacer Gardner Johnson, tu veux trouver ces interceptions que tu as perdues. Quand même un petit problème au plaquage. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec les safeties qui ne savent pas plaquer. Ça me fait toujours un peu peur. Parce que bon, si un safety loupe un plaquage, derrière, il n'y a plus personne normalement. Donc, C'est le principe, ouais. Voilà. Donc, toujours un peu embêtant. J'aurais peut-être pas été en 64 à te prendre lui. Ça reste un bon joueur aussi. Et c'est vrai qu'après, sur la suite de la draft, moi notamment, il y a quelques choix qui, pour moi, puaient la bonne affaire. Et je pense notamment à Ty Robinson au 4e tour, qui est typiquement défensif tackle, qui c'est pas un premier ou un second tour parce qu'il est excellent nulle part. Par contre, il est bon partout. Et bien coaché, bien développé, ça devient ton défensif tackle numéro 3 qui joue 35% des snaps pendant 10 ans, quoi. Et d'un 4e tour, franchement, si d'un 4e tour, tu arrives à prendre un mec qui joue 35% des snaps, c'est une réussite. Hein. Parce que quand tu regardes les pourcentages de chance, un 4e tour, le plus probable, c'est qu'il n'ait pas de carrière en NFL ou alors 1, 2, 3 ans et puis au revoir. C'est malheureusement ce qui arrive. Donc pour le coup, il y a des choix intelligents. Et puis à la fin, on s'est quand même fait plaisir avec Cameron Williams. Alors, pareil, faut pas trop s'enflammer, mais quand on a pris Malaita, tout le monde a dit ouais, c'est un monstre physique, mais il sait pas jouer au foot américain. Bon, Malaita, pour sa défense, était un joueur de rugby qui n'avait jamais joué un snap de foot américain. Voilà. Et finalement, c'est devenu un des meilleurs tackles de la ligue. Cameron Williams, qui a joué toute la saison blessé, les gens ont commencé à dire oui, physiquement, il est incroyable, mais c'est pas un tackle, c'est pas un joueur de foot américain, etc. Ça sera peut-être pas, hein. Mais en attendant, tu donnes à Stoughton 2 ou 3 ans pour le développer, il va rien te coûter. Si ça se trouve, ne serait-ce que si tu as un bon tackle remplaçant au 7e tour, bon, c'est une bonne nouvelle. Donc, je suis assez d'accord pour A. C'est intelligent, ça répond aux besoins. C'est pas non plus la meilleure draft de la ligue. Et ça dépendra beaucoup de l'état de santé de Jiad Campbell. Et je ne ferai pas de jeu de mots sur Jiad Campbell. Bien que je dois t'avouer que j'ai failli me faire cancel le Fly Podcast Fly au moins 30 fois sur les titres que j'avais préparés. J'en ai aucun doute. Ty Robinson, moi, de ce que j'en avais entendu, je sais plus si c'était vous, PA et Alexandre, qui aviez parlé de ça, mais que globalement, c'était si Jalen Carter devait sortir un petit peu dans les matchs de temps en temps, tu le remets lui, tu vois la différence, mais tu la vois pas tant que ça non plus. Oui, sur un nombre de snaps assez limité, court. ouais. Après, Robinson, il a déjà 24 ans, c'est aussi pour ça ça l'a fait un petit peu chuter. Mais dans cette draft, j'avais 3 defensive tackles pas des sleepers, mais de joueurs qui pouvaient être pris sur le 2e jour. C'était Darius Alexander qui est parti aux Giants, Joshua Farmer, je suis très content, il est chez les Pats, et j'avais Ty Robinson aussi. Bon, voilà, au 4e tour, c'est une super affaire, encore une fois, et effectivement, il va venir dans ta rotation, comme les Eagles adorent faire, parce qu'on rappelle, Milton Williams, oui, il a extrêmement performé, mais il jouait 46% des snaps l'année dernière. Donc ça permet aussi d'avoir une énorme fraîcheur sur la D-line, ce que les Eagles adorent faire, et on l'a vu pendant le Super Bowl. Ils vont renouveler encore la même manière de défendre cette saison, donc c'est propre encore une fois. Et puis de mon côté, énorme mea culpa, parce que on l'avait dit en live le vendredi justement, quand on a fait le débrief du premier tour, j'avais dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Eagles à trade up avec les Chiefs? Pourquoi monter d'une place en fait? Il y avait sincèrement aucune raison d'envoyer un asset. En fait si,
Et c'est là où Howie connaît beaucoup mieux son métier que moi. Mais quand on voit le pic en 33 des Browns, ils sont partis sur un linebacker. Donc il y avait une possibilité, je pense, pour les Browns de remonter en 31 et de squeeze un petit peu le choix des Eagles. Donc bravo, en fait, vraiment, mea culpa là-dessus parce que le vendredi matin ou vendredi après-midi, en faisant un petit peu le récap de ça, je comprenais vraiment pas ce move-là et au final, ils ont eu raison. Le reste, Après, c'est... je rejoins Victor sur le fait, oui, Roseman, il faut peut-être arrêter un petit peu. Et j'ai un petit peu le même sentiment aussi avec les Ravens. À chaque fois, on dit, oh là, super, super coup au 5e, 6e tour, notamment, mince, je sais plus, un joueur de O-line qui s'était fait le tendon au combat il y a 2 ou 3 ans. Au final, pour l'instant, il a toujours rien fait. On disait, oh, il est pris au 6e, 7e tour, c'est un méga coup, super, voilà, super choix. Au final, il n'a jamais rien fait. Donc, toujours faire attention avec ces 5e, 6e tours en disant, ah ouais, celui-là, typiquement Cameron Williams, oui, c'est un super projet. S'il fait rien, ça sera pas étonnant. S'il fait quelque chose, ça sera une bonne affaire, mais toujours prendre avec des pincettes et attendre 2, 3, peut-être 4 ans. Non, mais je suis d'accord avec toi sur le coup de Jihad Campbell. On avait fait la même chose pour Jalen Carter. Si les gens se souviennent, on était passé de 10 à 9. Merci Ebers. Il vous aurait bien servi, mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Ils ont préféré prendre Darnell Wright. Non, mais en vrai, ça c'est toujours un truc. Et sur le live de TDA, c'était pareil. J'en ai parlé avec Jean-Michel. L'idée, c'est oui, bien sûr, il se peut qu'il y ait personne qui te boycotte, mais quand tu passes de 32 à 31, c'est pas que tu as peur de ce que les Chiefs vont faire, parce que si les Chiefs voulaient le prendre, ils échangeraient pas le choix. C'est que tu évalues qu'il y a des équipes qui vont te passer devant. Et ce qui est arrivé plein de fois, ce qui arrive à toutes les équipes, tous les ans, et parfois, c'est pas gagnant. Hein. Nous, par exemple, on avait fait le coup, on était passé devant Houston pour André Dillard. Bon, finalement, Dillard était nul. Mais il y a toujours ce risque de l'équipe qui te passe devant, surtout qu'entre 30 et 35, tu avais quand même des équipes qui avaient beaucoup de pics. Surtout les Browns, ils avaient quand même récupéré pas mal de trucs avec le trade des Jaguars. Donc, moi, ça ne me choque pas. Tu lances un 5e tour, sachant que tu as 25 choix de draft en 2 ans. Bon, si tu veux être sûr d'avoir ce gars-là, sachant qu'en plus, la réalité qu'on a vue avec les vidéos, c'est qu'on avait tenté de trade up pour lui avec les Chargers, qui devaient être en 22 ou en 24, et ça nous aurait coûté beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, en fait, on s'en sort très bien que les Chargers n'aient pas voulu échanger. Mais c'est plus sur la vision du... De toute façon, les Chiefs ne pouvaient pas trade down de trop parce qu'il y avait les Texans qui étaient là avec leur trade down aussi, en tout début du 2e tour, et on savait qu'ils allaient partir avec un offensive tackle, Josh Simmons pour le citer. Enfin, on avait la certitude que les Texans allaient choisir lui. Et en fait, ouais, effectivement, moi je voyais pas les Browns partir sur linebacker, et force est de constater que j'ai eu tort sur le tout début du 2e jour. Donc je sais pas comment on fait Howie pour avoir tous les draft boards de toutes les équipes, mais ça a été un très très bon coup là-dessus, ouais, effectivement. Ouais, il faut savoir que quand on échange de 31 à 32, ils disent quels joueurs ils vont sélectionner. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que bon, théoriquement, tu pourrais mentir. Mais enfin, si tu mens une fois, plus personne va trader avec toi pour les 10 prochaines années. Donc tu n'as aucun intérêt à le faire. Je veux dire, on le voit dans la vidéo, les Chiefs, ils disent on échange le choix si tu nous assures que tu ne sélectionnes pas en attaque. Oui. Il dit oui, je ne sélectionne pas en attaque. Ils ont dit ok, on fait échange. Autre chose à rajouter sur cette draft, PA, Victor ? Non, moi, pour l'instant, je pense que c'est bon. Ok. Du coup, la question qui arrive maintenant, c'est est-ce que les besoins ont été comblés lors de cette phase d'intersaison ? PA, je te laisse commencer. Relativement oui, parce que ça apporte encore du sang neuf avec des rookies, linebacker, safety, un corner pris au 5e tour, et en même temps, ils en avaient pris 2 au 1er et au 2e tour l'année dernière. Donc difficile de repartir encore sur un cornerback très très haut dans la draft, parce qu'avoir une escouade, rookie ou sophomore, il faut quand même de l'expérience, je trouve, sur ce poste-là. Donc je pense que pour les Eagles, la free agency n'est pas encore terminée, qui vont ajouter un joueur d'expérience, à voir qui sur ce poste-là. Est-ce qu'ils considèrent justement qu'Adoree Jackson est ce joueur? Peut-être aussi. Mais je rajouterais bien un petit joueur de complément sur les lignes arrière. Et puis comme l'a dit Victor, c'est un petit bonbon supplémentaire avec Justin Simmons, qui a clairement fait du pied aux Eagles en disant « Ouais, moi j'aimerais bien avoir une bague ». Bon, à voir combien ils demandent, mais c'est vrai que le mariage semble tout trouver entre les deux. Sinon, ouais, je trouve que ça a été
bien réfléchi. Il y a eu des signatures juste avant la free agency, comme j'ai dit avec Zach Bond. Il y a eu des extensions aussi avec Saquon pour le féliciter aussi de la saison. Peut-être qu'il sera blessé l'année prochaine, mais peut-être qu'il fera une saison encore extraordinaire comme il a fait cette année. Donc voilà, ça a été encore une fois bien pensé. Il y a eu des contrats qui ont été étalés sur plusieurs années. Donc encore une fois, le dead cap a été de nouveau étalé, etc. Donc c'est une super gestion et ils font un peu le contraire de ce que font les Saints en fait, avec la gestion justement du salary cap. Donc c'est encore à présenter à toutes les écoles de football et à certains general managers qui ont un petit peu plus de mal avec le salary cap. Et toi, Victor ? Oui, globalement content. Je pense que la marge de manœuvre était quand même réduite. Et c'est normal, il y a un moment, c'est aussi la beauté de notre sport. C'est que justement, on n'est pas comme la NBA avec des luxury tax dans tous les sens. Encore que on n'est jamais à l'abri d'une finale Thunder Pacers. Et ou la MLB où c'est devenu ridicule puisque aujourd'hui la masse salariale des 3 plus grosses équipes est supérieure à la masse salariale de toutes les autres, ce qui est quand même devenu absolument ridicule. Donc on a cette chance d'être protégé, ce qui fait que quand tu es tout en haut et quand tu as un effectif complet, bah, tu dois payer certains joueurs, tu dois en avoir d'autres qui partent et tu essayes de limiter les frais. Je pense qu'ils s'en sont pas trop mal sortis. Et ça sera un plan de toute façon sur plusieurs années parce que l'objectif c'est de rester en haut et pas forcément de faire du one and done. Donc non, globalement je suis content aussi. Top. Eh ben, on va aller se projeter sur la saison 2025 et lors de la saison 2025, on a le planning qui s'affiche pour tous ceux qui sont en format vidéo, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Donc, je vais vous lire le planning. Tu parlais tout à l'heure, Victor, d'un joueur dont le nom, ça y est, le nom m'échappe, Cooper DeJean qui avait démarré après la bye week, qui était en semaine 5 l'année dernière. Bon, là, c'est en week 9, donc Jihad Campbell, s'il a besoin de se reposer, il aura plus de temps. Donc, sur les 8 premières semaines, vous jouez les Cowboys, les Chiefs, les Rams, les Bucks, que vous allez encore sûrement perdre, les Broncos, les Giants, les Vikings et les Giants encore avant d'arriver à la bye week. Deuxième partie, c'est Packers, Lions, Cowboys, Bears, Chargers, Raiders, Commanders, Bills, Commanders. Victor, quand tu vois ce planning, qu'est-ce que tu en penses, à part cette semaine 4 qui est la semaine maudite? C'était la même affiche, enfin, c'était la même rencontre l'année dernière, en semaine 4 encore. C'est un peu du troll, je pense. Et vraiment, je pense que la NFL est en train de tester une théorie qui est que nous ne savons pas gagner, nous ne pouvons pas gagner contre les Buccaneers en semaine 4. Globalement, on savait que ce serait de toute façon le pire calendrier de la Ligue de très loin. C'est-à-dire que cette année, on croise avec l'AFC West, c'est difficile de faire pire. On croise avec la NFC Nord, c'est difficile de faire pire. Forcément, les matchs de classement, on a gagné notre division, donc ils sont assez énormes. Et notre 17e match, je m'y perds un peu, mais je crois que c'est Ebiz, du coup. C'est notre match cadeau. Donc clairement, il y a, si je dis pas de bêtises, 12 ou 13 des 17 matchs, c'est face à des équipes qui étaient en playoff l'année dernière. C'est difficile de faire plus dur. Ça va être assez difficile. Heureusement, ils nous ont mis une équipe, un sparring partner en week 1 avec les Dallas Cowboys. Ça, c'est très gentil de leur part avant d'attaquer les vraies équipes de football. Mais oui, non, ça va pas être évident. Mais d'un autre côté, les équipes de la division, elles vont croiser les mêmes divisions que nous. Donc, à 2-3 matchs près, ça va être évident pour personne. En plus, il y en a un qui va se taper les Niners. Je sais même plus, ça doit être les Giants. C'est les Giants. 4e, mais ouais, bon. Ouais. Alors, les Giants, merci. Les Giants qui ont le pire calendrier en termes de strength of schedule, pour dire comme PA. La force du calendrier, je veux dire en français à partir de maintenant. Ah oui, mais c'est le problème du SOS, c'est que comme tu as les Eagles et les Commanders qui sont allés loin l'année dernière, ouais. Ça booste ton SOS. Mais pour le coup, oui, ça va être une saison compliquée, mais pour toutes les équipes de la division, je ne serais pas étonné que la division se joue à 11 victoires, 12 victoires maximum. Yes. Du coup, PA, de ton côté? Ouais, j'ai ça aussi. J'ai
12 ou 13. C'est vrai que la fin du schedule, avec le dur, hein. quasi back-to-back Commanders et les Bills en plein milieu. Bon, t'en prends 2 sur les 3, je suis pas choqué, quoi. Donc, le début du calendrier, je le trouve assez relevé malgré tout. Les Rams, c'est jamais évident. Les Chiefs non plus, évidemment. Les Bucks, comme Victor l'a déjà dit. Moi, je suis moins haut sur les Broncos cette saison. Je pense que ça va un petit peu baisser. Donc, voilà, tu as moyen d'avoir peut-être 2-3 défaites en début de saison avant ta bye. Par contre, après la bye, sincèrement, hormis les Lions, où ça va encore être un match extrêmement serré, les Bills, c'est peut-être un des Commanders. Le reste, pour moi, c'est que des wins. Donc, tu arrives en 12 victoires, 12-13 victoires. On perd toujours un Commanders, ça c'est pareil. Ah, c'est pour ça. Ouais. C'est contractuel. Ça fait partie des choses contractuelles. On perd un Commanders, on perd les Buccaneers et on bat les Rams et les Packers. Voilà, ça fait partie des choses contractuelles. Le reste, on verra bien. Il faut espérer que le match que tu perds contre les Commanders, ce soit le match en week 18 parce que c'est Oui. Kyle McCord qui est titulaire, quoi. Exactement. Le Tanner McKee game. Non, mais- Ouais. Bah ça c'est toujours les meilleurs moments. Hein. J'ai souvenir dans la saison 2017 d'une dernière semaine où on perd à domicile contre les Cowboys 6-0 dans un match où il n'y a pas un titulaire d'aucun des deux côtés. Vraiment, c'est les meilleurs matchs. Hein. Ça, c'est vraiment, t'es très content. Encore, ça tombe pas le 31, donc ça va. Mais c'est vraiment les meilleurs matchs à regarder. Je pense que 13 victoires, c'est assez réaliste. Hein. Il y a des matchs compliqués, mais bon, c'est les Eagles, c'est le champion en titre. Donc techniquement, tous les matchs sont compliqués pour les équipes qui sont en face. Donc faut pas oublier ça C'est avec, vrai. avec ce super effectif. Et en playoff, Victor, du coup, back-to-back ou pas back-to-back? Est-ce que tu veux porter la guigne à ton équipe dès maintenant ou est-ce que tu vas attendre un petit peu? Ah bah la guigne on a déjà. Mbappé il a fait des photos avec Smith et Saquon Barkley est en cover de Madden. Alors bon là on peut pas faire pire. Pour un peu que globalement. l'autre, là, le chanteur canadien, ils disent qu'il est pour les Eagles, c'est assez bon. Drake. C'est ça, Drake. C'est ça. Ouais, pour un peu que Drake mette 2 millions sur les Eagles. Non, en vrai, bah, le back-to-back, c'est extrêmement compliqué. Hein. Qui l'a fait de notre vivant? Bah, les Patriots contre nous, justement, au début des Les années Chiefs. 2000. Ouais. Les Chiefs. Et je me demande si c'est pas à peu près tout. Donc, puisque les Seahawks le manquent avec l'interception. Et on rappelle Donc, Nebraska en football universitaire et pas. Ouais, si tu veux. Évidemment, tout le monde se souvient de cette grande équipe de Nebraska. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste statistiquement quasiment impossible parce que tu as 10 équipes qui peuvent gagner le titre et qu'il faut quand même un facteur chance et tout. Mais aujourd'hui, ils ont un top 3 effectif. Si on prend ne serait-ce que la NFC, honnêtement, Washington, alors tant mieux s'ils me font mentir, mais ces équipes un peu Cendrillon, ça redescend souvent un peu sur terre. Comme les Texans l'année dernière. Voilà, Daniel, c'est un peu Stroud. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne seront pas en playoff. Par exemple, Stroud était en playoff en deuxième année, mais c'est peut-être un peu moins impressionnant. Donc forcément, ça va plus être Lions, forcément. Vikings, encore que faudra voir le quarterback. Niners, si jamais ils se remettent à l'endroit. Rams, parce que ça reste une équipe bien coachée, etc. Mais c'est pas. Les Eagles sont quand même aujourd'hui favoris, je pense, de NFC. T'as Eagles et Lions, je pense que c'est à peu près tout. Après, le tiers est en dessous, à mon avis. Et de l'autre côté, t'as du monde quand même en AFC, mais à voir si quelqu'un peut enfin battre Mahomes et ses hommes, parce que t'as vraiment l'impression qu'il y a un syndrome du grand frère. Chaque année, ils arrivent à perdre des matchs complètement gagnables. Je pense que vous allez peut-être aider l'AFC en les ayant flingués comme ça lors du Super Bowl. Je pense que ça peut un peu décomplexer des équipes en se disant c'est possible si on joue notre football de battre cette équipe de Kansas City. En tout cas, je l'espère. Et s'il est pas pour parler un peu du prochain épisode, mais le prochain épisode, on parlera des Bengals. Si les Bengals arrivent à commencer leur saison avant la week 4, ce sera peut-être aussi une chance qu'ils soient en playoff et que ça fonctionne. Non, mais je suis d'accord avec ça sur le côté tuer un peu le truc, c'est important. C'était arrivé justement avec les Patriots, surtout début des années 2000.
parce que la deuxième dynastie, elle meurt un peu avec le départ de Brady, donc c'est un peu différent. Mais ce côté un peu de dire, on a l'impression qu'ils trouvent toujours un moyen de gagner. Non, si vous êtes plus fort, vous pouvez vraiment les écraser. Et c'est vrai que là, les équipes vont arriver peut-être un peu différemment en face cette année. Le tout, c'est pas de les battre en saison régulière, c'est de les battre en playoff pour les équipes d'AFC. Ça dépend si tu les bats suffisamment en saison régulière. Peut-être qu'ils ne seront pas en playoff. En fait, c'est ça la technique qu'il faut faire. Il faut les battre tout le temps. Ils vont pas en playoff et là, tu as une chance. Oui, et puis il y a aussi que, mine de rien, en AFC, il y a tellement de candidats en playoff que si tu as une victoire en saison régulière contre les Chiefs, ça te fait quand même prendre un avantage sur beaucoup de tes concurrents aussi. Totalement. En tout cas, côté Eagles, la côté NFC, je pense qu'il est un peu plus ouvert et il y a moyen d'aller au Super Bowl un peu plus facilement. C'est juste ça. J'ai l'impression que certaines équipes ont un petit peu reculé. C'est vrai que là, on peut en sortir 2 et difficilement 3 en fait pour la NFC. Donc effectivement, mais bon, back-to-back est toujours extrêmement compliqué à faire. Donc et puis Victor est très bien placé pour le savoir. Ça fait plus de 20 ans, je crois, que la NFC Est a un vainqueur de division différente. C'est ça, en fait, c'est ça le plus dur. Donc, le plus dur, c'est pas de faire un back-to-back. C'est gagner la division. Parce qu'il faut savoir que des autres divisions, je crois que des vainqueurs qui se répètent, le maximum, c'est 3 saisons. En moyenne, tu dépasses jamais 3 ou 4 saisons sans avoir un vainqueur qui se répète. La NFCS, ça fait littéralement 21 ans. Et pour maintenir ça en 2023, on a quand même été jusqu'à perdre contre les Cardinals et les Giants pour être sûr de perdre une division où on avait 3 matchs d'avance, quoi. Donc, tu as vraiment l'impression que tout le monde s'est donné le mot. Et là, oui, c'était nous la dernière fois. C'était sous McNabb. Alors, c'est vous dire, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais c'était Andy Reid était coach des Eagles et Donovan McNabb était quarterback. Et c'est vrai que ça fait 21 ans qu'on n'a pas eu 2 fois le même vainqueur en NFCS. Donc, ça va être évidemment un truc dont tout le monde va parler à l'intérieur même de la division parce que les gens ne parlent que de ça tous les ans. Ça serait bien de mettre fin, en effet, à cette anomalie statistique. Je crois que le record, c'était 8 ou 9 saisons. Et là, on en est à 21. Donc... Mais je pense vraiment que c'est clairement pour ça que la NFL a mis les Commanders en week 16 et 18, parce que c'est ce qui semble être les concurrents les plus plausibles dans cette division, en se disant, s'ils sont à égalité, là, on va faire de l'audience. Et puis ils ont mis les Cowboys au début, parce que les Cowboys, ça reste quand même, je rigole, mais ça reste un effectif qui est très correct. Et sur une première semaine où tu n'es pas encore prêt, où tu n'es pas machin et tout, tu peux te faire surprendre. Et si les Cowboys gagnent à Philadelphie contre les Eagles et qu'ils prennent le tiebreaker, là, ça relance toute la division dès la première semaine. Parce que d'habitude, la NFL ne fait jamais de match de division en première semaine. Jamais. C'est assez exceptionnel. Donc, je pense qu'ils se disent... si la NFL espère que les Cowboys gagnent, parce que là, ça foutrait le bordel dans la division. Dans la NFL, ils préfèrent faire des matchs au Brésil avec une pelouse de merde. Ça, c'est un autre problème. Puis tu démarres avec les Cowboys d'une certaine manière, vu que tu peux pas commencer avec eux puisqu'ils gagnent pas le Super Bowl, faut commencer, faut les mettre face aux champions. C'est aussi c'est la manière de faire fonctionner. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs, sur cet épisode ? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi. Victor, merci. Merci à vous. On rappelle qu'on peut te suivre sur TDA, sur Victor Roulier sur Twitter et surtout sur le Fly Podcast Fly. Que PA a pu citer, parce que monsieur est un écouteur de tous les podcasts qui existent en NFL. Ça travaille dur. Pour suivre les actualités du Fly Podcast Fly, le mieux, c'est de s'abonner à Eagles FR, qui est tenu par François, qui est sur le podcast aussi, et qui relaie les épisodes. Voilà. C'est ça, avec son magnifique costume d'aigle. Exactement, avec sa magnifique mascotte d'aigle. C'est ça. Eh bien, Victor, merci. PA, merci aussi d'avoir fait cet épisode. Toi, il me semble qu'on te retrouve sur le prochain épisode avec les Bengals. Ouais, il est possible que vous voyez beaucoup ma tête sur les prochains épisodes. C'est vrai que là, je regarde le calendrier et je crois que t'en fais genre 6 ou 7 de suite après les Bengals. Ça va être... C'est bien. Oui, j'ai ma bye week avec Houston. Normalement, je participe pas, mais après vous me verrez beaucoup. Normalement étant le mot-clé. Faut que je te convainque. Mais merci à tous les deux. On rappelle, vous pouvez nous suivre partout @ le front office. Rejoignez notre Discord. Tous les liens pour suivre Victor sont en description de cet épisode.
plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne journée ou fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Et vive le football!